Félix Tshisekedi de la RDC est désormais le président en exercice de l'Union africaine. Ainsi en a décidé les chefs d'État et de gouvernement qui ont tenu le 34e sommet ordinaire ce samedi. Dans quelques instants, vous aurez les détails sur ce sommet qui s'est tenu par visioconférence. Dans ce journal, nous serons à Zignaré pour les échos de la rencontre entre une délégation gouvernementale et les forces vives du plateau central. Au menu, le point des infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du 11 décembre 2021. Quelles sont les réalisations qui sont prévues? Réponse à suivre dans quelques minutes. Dans l'actualité également, c'est la période de sortie des masques à Dédougou dans la Boko du monde. C'est une tradition pour célébrer le nouvel an, mais à côté des réjouissances, c'est une manifestation culturelle qui n'est pas sans conséquences sur les activités économiques dans la localité. Des détails à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est la République démocratique du Congo qui assure désormais la présidence en exercice de l'Union africaine. C'est l'une des informations émanant du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu ce 6 février par visioconférence. Le président du Faso y a pris part, mais sur les points abordés à ce sommet, je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères. Il est au micro de Urbe Benito Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. L'état de l'Afrique en ce moment. Et il y avait également l'élection d'un nouveau président de l'Union africaine, président en exercice, ce qui a été fait. Et c'est désormais le président congolais, la RD Congo, le président Félix Tshisekedi, qui préside donc aux destinées de notre organisation pour une année. Et il a été confirmé que pour 2022-2023, ce sera le tour de l'Afrique de l'Ouest avec le président du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Et le sommet était l'occasion également pour l'élection du nouveau bureau de la Commission, avec d'abord l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Et il y avait un seul candidat, le président sortant, Mahamat Faki Moussa, qui a été élu. Et comme vice-présidente, on a élu une femme, il s'agit d'une Rwandaise. Et puis on a procédé également au vote des commissaires. Il y a 6 postes de commissaires. Et sur les 6 postes, on a pu pourvoir à 4 de ces postes. Il reste donc à voter pour encore 2 autres postes plus importants. Évidemment, à ce sommet-là, c'est celui de la Covid-19, vous vous en doutez. Le point qui a été fait, c'est l'évolution de la maladie et comment l'Afrique aussi a réagi face à cette pandémie. Et il est assez clair que la situation en Afrique n'est pas au niveau de certaines régions du monde comme on le constate et on le voit, mais ça reste inquiétant compte tenu de la situation sanitaire en Afrique. Voilà, nous reviendrons certainement sur ce sommet de l'Union africaine au cours de nos éditions de demain. Direction à présent Zignaré, dans le plateau central, où les couleurs s'annoncent pour les festivités du 11 décembre 2021. Hier, une délégation gouvernementale est allée à la rencontre des forces vives de cette région. Il était question de faire le point des infrastructures à réaliser dans le cadre de la fête de l'indépendance. Le point avec Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba. C'est une rencontre d'échange sur les infrastructures à réaliser dans le cadre des festivités du 11 décembre, Zignaré 2021. Face aux forces vives de la région du plateau central, le chef de la délégation gouvernementale fait le point des infrastructures retenues. Des infrastructures identifiées sur la base des propositions faites par les forces vives de la région. Nous savons que les besoins que vous avez exprimés étaient nombreux, énormes, en termes d'infrastructures routières, d'infrastructures de logement, d'infrastructures administratives et d'infrastructures sociales, bien entendu, sportives.
Il s'agit, entre autres, d'une salle polyvalente équipée de 1000 places, d'une place de la Nation avec une tribune couverte de 150 places, de 200 logements sociaux, de 100 logements économiques, d'une tribune supplémentaire au stade régional de Zignaré, de plateaux omnisports dans chaque chef-lieu de province, de bâtiments de 36,7 km de voirie à Zignaré, de 14,5 km de voirie à Zorgo et 7,6 km avec une canalisation d'un peu plus d'1 km à Boussé et de 50 logements sociaux à Zorgo. Nous voulons des infrastructures aux normes, des infrastructures, comme nous l'avons dit, qui vont faire la fierté, et pas des infrastructures qu'on aurait réalisées au pas de charge qui pourraient présenter des dégradations très rapidement. En plus de l'État, il y a des partenaires traditionnels du 11 décembre qui envisagent de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit de la construction de l'auberge du 11 décembre par la CNSS, de la réhabilitation du centre de formation du SND de Lumbila par la LONAB, de la construction de 2 CSPS modernes par la LONAB, de l'électrification de 10 localités par la Sonabel, de la réalisation d'un monument dans la commune de Zignaré et de la construction d'une école primaire équipée d'un forage positif par l'Onatel SA. À l'issue de la rencontre, la délégation gouvernementale s'est rendue respectivement sur les sites qui abriteront la salle polyvalente, la place de la Nation, l'axe du défilé et la cité des forces vives. Un peu plus loin, à Setakaya, donc le ministre en charge de l'éducation nationale qui a fait le déplacement en compagnie de certains partenaires du Burkina Faso. Ils ont pu toucher du doigt les conditions d'apprentissage dans quelques écoles de la localité. Et l'une des réalités constatées, c'est le nombre pléthorique dans les salles de classe compte tenu des élèves déplacés internes. Le point avec Martin Ouedraogo et Chaka Ouedraogo. C'est une classe de plus de 130 élèves qui accueille le ministre de l'Éducation et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes dans la classe de CE1 de l'école d'Imassa A de Kaya. Ces élèves sont en majorité des enfants déplacés et les visiteurs du jour disent venir constater l'effectivité des solutions apportées face à l'urgence du système éducatif au centre nord avec les élèves déplacés internes. Nous apportons avec l'ensemble de nos partenaires des solutions pour faire en sorte que ces enfants en âge de scolarisation, qui sont soit déscolarisés du fait de la crise sécuritaire, soit non scolarisés parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisés, peut-être par le fait qu'on n'avait pas de structure d'accès à côté ou par le fait que les parents ne voulaient pas les amener à l'école. Donc nous apportons ensemble des solutions pour leur permettre d'aller à l'école. Et c'est ainsi que nous avons visité donc les écoles, deux écoles ce matin qui accueillent donc plus de 500 élèves déplacés internes dans des conditions qui ne sont pas les meilleures au regard de l'urgence, mais des conditions d'urgence leur permettant de poursuivre leur scolarisation en attendant que les choses s'améliorent. Malgré les efforts consentis sur le terrain par l'État burkinabé et ses partenaires au développement, beaucoup reste encore à faire dans le domaine de l'éducation. Ces derniers promettent soutenir davantage le ministère de l'Éducation pour faire face à toutes ces urgences. Il y a des politiques, il y a des stratégies, il y a des plans que le ministère a développés et notre rôle en tant qu'UNICEF, c'est de continuer à appuyer le ministère, à faciliter avec les partenaires qui sont en appui à l'éducation, qu'on parte à l'échelle. Si on se met tout ensemble, on est capable d'assurer que chaque enfant du Burkina Faso va compléter sa scolarisation et va par la suite devenir un citoyen qui peut contribuer à son pays. Cette sortie sur Kaya permettra au gouvernement burkinabé d'apporter des solutions plus appropriées afin que tous les enfants soient scolarisés à travers le projet École résiliente. Ce projet touche plus de 55 000 enfants dans les régions du centre-est, du centre-nord, de l'est et du Sahel. Ici à Ouagadougou, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a convié ses aînés ce samedi autour d'un déjeuner. Ousseni Tamboura a voulu ainsi prendre conseil auprès de ceux qui ont occupé le poste bien avant lui. Il veut s'inspirer des expériences de ses devanciers en vue de réussir sa mission. Le point des échanges avec Daouda Ouattara et Dramandatia. Joseph Kaoun, Raymond Edouard Ouedraogo, Béatrice Damiba, Philippe Savadogo, Baba Ama, Alain Edouard Traoré,
Frédéric Ninkiema, 7 anciens ministres de la communication autour de la même table pour un déjeuner voulu par leur cadet, le ministre Ousseni Tamboura. La parole est aux anciens. Monsieur le ministre Tamboura a eu la vista de convier ses prédécesseurs à une rencontre tout à fait chaleureuse d'échanges pour que nous découvrions davantage. Et je pense qu'il a une démarche d'une très grande hauteur de courtoisie, de respect, de considération vis-à-vis de ses prédécesseurs. Et c'est à saluer dans un Burkina où nous cherchons la réconciliation, la paix des cœurs et tout. Il faut vraiment saluer les gestes du ministre. Pour la bonne marche de la maison commune, le nouveau ministre de la communication veut s'inspirer de l'expérience de ses prédécesseurs et bénéficier de leurs conseils. C'est de voir dans quelle mesure il pourra bénéficier de nos disponibilités pour l'aider à améliorer les choses là où il faudrait améliorer, à corriger des insuffisances s'il y en a, l'alerter, l'interpeller en cas de besoin. Un engagement pour relever le défi de la communication au Burkina au nom de la cohésion sociale, la paix, la liberté d'expression et la démocratie. En actualité politique ce soir, le nouveau temps pour la démocratie a mobilisé ses militants et sympathisants ce samedi dans la capitale. C'est une rencontre pour passer en revue les activités du NTD réalisées au cours de l'année écoulée. Naturellement, ils ont aussi dégagé les perspectives pour relever les prochains défis du parti. Le compte-rendu de Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. Avec 13 députés élus formant un groupe parlementaire autonome et faisant de lui la troisième force politique du Burkina, le parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD voit sa légitimité se renforcer. Une performance qui donne toutes les raisons au parti de la mouvance d'aborder l'année 2021 avec fierté et sérénité. Réunis autour de leur leader, les militants ont échangé sur la vie du parti et sur des questions d'intérêt national avant de se souhaiter le meilleur pour les combats futurs. Ces acquis montrent effectivement combien le NTD, sous votre leadership, a pu faire une place bien méritée dans le landerneau politique national. Camarades présidents, dans ce combat exaltant, les camarades militantes et militants du NTD, par ma modeste personne, souhaitent à vous, à votre épouse et à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2021. Nouvelle année, nouveaux défis, mais aussi nouveaux adhérents pour le NTD. Venus d'horizons divers, ils sont une centaine à rattraper le navire NTD. Des leaders d'opinion, de toutes catégories, des chercheurs, des enseignants, des professeurs, des opérateurs économiques, tous engagés pour dire qu'ils veulent accompagner non seulement le président Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi accompagner le leadership naissant de notre parti, le NTD. Et donc je voudrais saluer l'ensemble de ces forces et dire que déjà nous sommes positionnés pour gagner les victoires prochaines. Bonne et heureuse année, que Dieu dans sa grâce installe notre pays dans la paix. À quelques mois des élections municipales, le NTD sonne au ralliement et au déploiement des énergies pour une bataille avec à la clé du succès. Le Burkina Faso, seul pays africain finaliste du concours international de création d'une application dénommée Acting Space. La finale du concours s'est déroulée hier par visioconférence. Nos représentants sont 4 jeunes étudiants en génie électrique. Comptent-ils présenter à ce concours et quelle place occupent-ils dans le classement? Réponse avec Roger Kam et Sanoua Christine Koulibaly. Ce sont eux, étudiants en ingénierie génie électronique, qui portent les couleurs du Burkina Faso au concours international Acting Space. Un concours de création d'applications utilisant les technologies data satellitaires. Parmi les 6 pays finalistes, sur les 37 au départ, nos jeunes génies défendent ici en visioconférence et dans la langue de Shakespeare leur projet. Le projet consiste à utiliser le drone pour pouvoir faire les constats des accidents. Au lieu que les policiers se déplacent sur place, nous allons utiliser le drone pour faire le constat des accidents.
Ainsi, les résultats pourront être envoyés plus rapidement aux assurances pour qu'ils puissent faire le traitement. À l'issue des délibérations, la France occupe le premier rang. Le Burkina Faso et les 4 autres nations occupent le second rang selon les principes du concours. Des motifs de satisfaction pour une première participation. Ils nous donnent beaucoup de fierté. Ils sont en tout cas à l'image du Burkina, donc un peuple résilient avec l'esprit combatif. Moi je suis très fier parce que nous avons accompagné le projet justement initié par un ressortissant de la diaspora qui est spécialisé dans le domaine de l'aérospatial, qui y a cru et qui nous permet de crédibiliser tout ce qui a été fait en termes de travaux par le professeur Ouattara. Les regards sont désormais tournés vers la valorisation de cette application. Notre axe, c'est d'abord voir les autorités pour avoir toutes les autorisations concernant le projet. Ensuite, nous allons partir vers les partenaires pour collecter les informations et bien sûr les fonds pour pouvoir mettre en place notre application. Donc nous, agence de financement de promotion des petites et moyennes entreprises, c'est déjà de pouvoir les assurer qu'ils peuvent compter sur la protection de leurs idées. Donc c'est de voir avec les autres départements qu'est-ce qui peut être apporté en termes d'appui, mais déjà c'est sécuriser les idées. Si ça peut être breveté, tant mieux. Et également trouver les premières ressources pour amorcer donc la mise sur le marché donc, de cette innovation. Une innovation qui allie gain en temps et en argent, sans compter la circulation qu'elle peut contribuer à fluidifier. Voilà, félicitations à nos génies en électronique. Dans le sud-ouest, l'actualité reste dominée par ce qui s'est passé le 31 janvier dernier sur le site de Djikando et qui a occasionné 9 morts. La décision du gouverneur de fermer le site s'avère être déjà un coup dur pour ceux qui menaient des activités diverses. Certains se retrouvent dans la ville de Gawa dans des conditions difficiles. Leur témoignage dans ce reportage de Kassoum Tony et siège de Kayela Poda. Adama et Abdoul dorment depuis 6 jours sous cet arbre, en face de la gare routière de Gawa. Sans abri depuis l'incident survenu le 31 janvier dernier sur le site d'or de Djikando, ils ne savent plus comment survivre. Ça fait 6 jours qu'on est rentré ici, donc il n'y a même pas un coin à dormir. On dort à terre comme ça seulement. Donc à chaque fois, c'est l'argent qu'on cherche à manger. Donc même à boire comme ça, il faut que tu payes. Même ce matin, nous n'avons pas mangé. Jusqu'à l'heure, les bagages sont brûlés. Il n'y a même pas d'habit pour porter. Donc les moustiques là même nous piquent ici. Mais maintenant, nous ne savons pas comment nous allons faire. Comme eux, ils sont nombreux ces jeunes qui sillonnent les lieux publics à la recherche d'abri, à l'image de ce boutiquier et de ses orpailleurs. J'avais 2 boutiques sur le site. Depuis l'incident, je n'ai rien récupéré. Pour manger, soit on demande ou on appelle au village pour demander un peu d'argent. Pour dormir, c'est tout un problème. Nous sommes en train de déplorer sur les parties humaines, ceux qui sont allés. Ça, c'est une vérité. Mais actuellement, ceux qui sont là, qui ont pu s'échapper, voilà, grâce à la grâce de Dieu, mais actuellement, ils ont tout perdu. Comment ils vont faire pour nourrir leur famille? Comment ils vont faire pour se nourrir? Et écoutez, la plupart de ceux même qui ont perdu leurs biens là-bas, ce sont les tenants de la famille. Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est là la question. Tous recherchent de quoi subvenir aux besoins de leur famille et de leurs employés qui sont en vie. Une situation qui désespère tous les maillons de la chaîne de leur paillage. Ça fait pitié. Les enfants, tous ceux qui sont là, ils ne savent même pas où ils vont rentrer. Les gens qui ont construit même des maisons, en dire même ils ont construit. C'est très loin de la ville. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ce monde-là, qui vivaient là-bas. Aujourd'hui, là, ils vont aller où? Le souhait de ces rescapés, c'est pour certains entrer en possession de leurs biens restés sur le site, et pour d'autres, c'est comment vivre ces prochaines heures. Stand Up for Human Dignity, c'est ainsi que s'appelle une nouvelle association qui veut faire la promotion des droits humains au Burkina Faso. Cela va se passer par des séances d'information et de sensibilisation. Mais avant d'aller sur le terrain, les responsables de cette association ont convié la presse pour présenter la structure et ses domaines d'intervention. Daouda Ouattara et Olopoda. L'engagement de l'association Stand Up for Human Dignity est sans équivoque, promouvoir la dignité humaine par des actions et réflexions relatives aux droits humains.
Face à la presse, Stand Up for Human Dignity dévoile son champ d'action. Nous ambitionnons également concevoir et exécuter des modules et des supports de sensibilisation, de formation et d'information en matière de droits humains de manière générale, mener des enquêtes et des études sur les droits humains et le genre, assurer la réalisation d'études et de recherches sur des problématiques en lien avec les droits humains en général et les violences basées sur le genre en particulier. Offrir et prêter une assistance juridique qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinent pour la défense des droits humains en général et les violences basées sur le genre en particulier. Nous voulons également suivre et évaluer périodiquement la situation des droits humains, contribuer à l'élaboration des politiques et des stratégies de lutte contre les violations des droits humains, mener des actions de plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso. Pour atteindre les résultats escomptés, l'association compte installer des points focaux sur toute l'étendue du territoire, question d'apporter sa contribution à l'éveil des consciences des citoyens burkinabés en matière de promotion des droits humains. On l'a souvent entendu, posséder une voiture n'est plus un luxe, mais une nécessité. La voiture, une nécessité certes, mais c'est avant tout un matériel qui prend un coup au fil des années. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais au Burkina Faso des corps de métier qui peuvent donner une nouvelle apparence à vos voitures. Le roulicum des voitures, c'est un dossier que nous signe Boukari Ouedraogo. Chaque matin, c'est autour de 8 heures que Kima Alassane arrive à son lieu de travail. À peine les pieds dans l'atelier, qu'il passe tout au peigne fin. Les instructions commencent. Ici, on mise sur les détails et aucune imperfection n'est tolérée. Après l'état des lieux, le patron rejoint son bureau situé juste au fond de l'atelier. Ainsi commence une journée de travail. Une journée qui s'annonce longue car le téléphone du patron ne cesse de crépiter. Des clients au bout du fil. Aujourd'hui particulièrement, il reçoit ce véhicule accidenté et cette Mercedes venue uniquement pour un changement de couleur. Aussitôt arrivés, les hommes se mettent au travail. Au bout de quelques heures de préparation, les deux véhicules sont prêts à rentrer dans le four. En attendant la sortie du four, faisons un tour à quelques encablures du marché de Zogonan pour retrouver un autre acteur de la chaîne, mais celui-là est un spécialiste dans l'arrêt des fissures des pare-brises. Et ce matin, c'est le pasteur Nana qui est son premier client. Avec dextérité, Charles Combaté perfore le pare-brise pour marquer le point d'arrêt avant d'injecter un liquide pour combler la zone de fissure. S'ensuit le collage de papier film et tout est ensuite passé au rayon ultraviolet. Là, c'est pour durcir le film sur la vitre. Sinon, ça va bouger. Comme c'est quelque chose qui est liquide, c'est pas encore sèche, ça peut bouger. Pendant le temps de consolidation du pare-brise, retrouvons un docteur spécialiste dans les plastiques. Philippe Zongo, dans sa grille de 3 mètres carrés, totalise une dizaine d'années de métier. Le plastique n'a plus de secret pour lui. Il colle, il décolle, il ajuste, il fond, il arrondit, le tout à l'aide de ses nombreuses barres de fer en permanence dans le feu. Aujourd'hui, Docteur Plastique reçoit d'un client un phare pour la reconstitution du feu rouge, un système D qui nourrit son homme. On peut faire ça ici, mes frères. Ça, c'est une bonne plaie. Pour les métiers, mais pas tout. Comme ça, j'ai complété. Voilà, c'est pas tout. Mais pour faire tout, je peux élever 10 000. Retour à Zogonan pour retrouver Charles Combaté. Après la phase d'ultraviolet, c'est un pare-brise désormais solidifié que nous retrouvons et de quoi satisfaire le propriétaire du véhicule. Et je trouve ça génial, cette nouvelle technologie. C'est moins de dépenses et aussi c'est exactement ce que ça rend ça comme nouveau. Alors je suis content et j'apprécie vraiment son travail. Du côté de APL Service à Kalgondé, la Venza accidentée à peine sortie du four scintille et les stigmates de l'accident relèvent désormais du passé. Quand un client arrive, on sort avec mon technicien, on regarde la carrosserie et ce qu'on peut faire. D'abord,
il y a des préparations à faire. Il faut préparer la carrosserie, rendre la carrosserie lisse. Parce que la peinture, quand on le fait, il faut faire un moment que le carrossier est bon, quoi. Non, on ne peut pas faire genre, faites la peinture, demain encore il y a des tôleries à faire. Ça, c'est pas bon travail. Il faut finir toute la tôlerie de la carrosserie et puis préparer bien de la carrosserie pour que ça soit lisse. La peinture maintenant vient à la dernière minute. Après la peinture, on peut faire du vernissage. Voilà, après le vernissage, on fait de lustrage. Après le lustrage, on fait de polissage. Quant à la Mercedes, quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans les rues de Ouagadougou et elle affiche fière allure avec sa couleur noire présidentielle. Autre titre de ce journal est Cap à présent sur Dédougou dans la Bokouzimouna. Si vous êtes dans la localité, vous avez certainement constaté les masses en feu qui sillonnent les artères de la ville. Il s'agit d'une manifestation culturelle pour célébrer le nouvel an. C'est un moment de réjouissance qui n'a pas toujours eu un impact positif sur les activités économiques à Dédougou. Constat et réaction avec Adama Juliette Dambélé et Dramansou. La tournée des masques dans la ville de Dédougou, une tradition renouvelée chaque année. Les masques en feuilles occupent une très grande place dans la culture bois. Cette tournée marque la célébration du nouvel an traditionnel. Un rituel indispensable pour demander la bénédiction des ancêtres selon les garants de la tradition de la cité de Bankui. C'est entre janvier et février que les masques sortent. C'est pour souhaiter à tout le monde bonne année. Une année de prospérité, une année de santé, et ce qui ne les empêche pas de sortir aussi lors des funérailles des personnes âgées, hommes et femmes, de la société des masques. Le masque, quand tu vois quelqu'un, il faut souhaiter bonne année, sans le toucher et sans parler, parce qu'il a un sifflet à cet effet. Depuis le 28 janvier, Dédougou vit au rythme de cette présence massive des masques en feuilles, et cela pour 10 jours, ponctués d'une pause de 2 jours. Pour ceux qui découvrent pour la première fois cette tradition, des consignes sont à respecter. Éviter en tout cas de traverser le cortège des masques. Éviter de provoquer le masque. Et la sortie de ces masques-là, de janvier, février, là, sont des masques sacrés. Ce sont des masques avec lesquels, en tout cas, on ne joue pas. On demande un respect. Les masques frappent dans un premier temps. Les réfractaires aux consignes données, il peut arriver qu'on se frappe. Et le masque aussi, on ne le touche pas. Seul un forgeron, un griot peut toucher au masque. Sinon, moi-même, je ne peux pas toucher au masque. Cette sortie des masques a un impact sur les petits commerces. Si pour certains, l'ambiance autour des masques crée une opportunité d'affaires, pour d'autres, leur présence fait peur à la clientèle. Pendant la période des masques, mon chiffre d'affaires baisse. Ce que je gagne d'habitude, je ne peux plus l'avoir. Quand un client décide de venir manger, dès qu'il aperçoit un masque, ce dernier fait demi-tour. On peut faire notre travail là, parce que le masque là, si chez les gens qui apportent, si c'est pas ça, le masque là, bon, ça ne gâte pas marcher de quelqu'un. Voilà, si tu n'as pas pour faire le masque là, donc le masque là fera pas quelqu'un. La pratique des masques existe depuis la nuit des temps. Malgré le développement de la ville de Dédougou, elle demeure très importante pour la communauté bois. Lendemain meilleur, c'est l'intitulé des films documentaires réalisés dans le but de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le réalisateur met l'accent sur des valeurs telles que la tolérance religieuse qui existe déjà au Burkina Faso, mais qui mérite d'être consolidée. Le film de 26 minutes a été projeté à la mairie de Ouayugouya. Projection suivie pour nous par Boukari Ouedraogo et Abdullah Rasmane Songo. Nirwaya ou Lendemain meilleur, c'est l'intitulé de la première du producteur-réalisateur autodidacte Pascal Ganamé, ici à l'image, et projeté ce 4 février à la mairie de Ouayugouya, transformé pour la circonstance en salle obscure. Ce documentaire de 26 minutes véhicule un message central de sensibilisation et d'interpellation, axé sur la tolérance religieuse, le vivre ensemble et la cohésion sociale.
Le vivre ensemble, là, c'est une obligation. Parce que la terre, là, ça nous appartient tous. On est obligé à s'asseoir ensemble, à côtoyer ensemble. Mais maintenant, il ne faut pas que quelqu'un regarde et puis dise que voilà, toi tu n'es pas de bord religion que moi, donc on ne peut pas se vivre ensemble. Donc c'est ce message-là sur lequel il fait. Les cinéphiles, eux, se réjouissent de la mixité religieuse abordée par le film. Nous avons vu dans le film qu'il y a eu des mariages interreligieux. C'est possible au Burkina. Vraiment, tous les leaders religieux prônent le vivre ensemble. Vivre ensemble dans un même quartier, vivre ensemble dans une même famille, et sur la religion, ça apporte la cohésion sociale. La paix est mise à rude épreuve ces dernières années au Burkina Faso, du fait de l'insécurité, de l'intolérance religieuse, de la stigmatisation entre autres, et le 7e art, ce court-métrage entend jouer sa partition pour inverser la tendance. Retour à Ouagadougou pour quelques notes de musique dans cette édition. Dans le cadre de la sortie de son deuxième album, l'artiste Amzi et son staff ont investi le grand marché hier pour communier avec les fans. Le nouvel album de l'artiste est composé de 12 titres à travers lesquels il invite la population à s'intéresser encore plus à la culture burkinabé. Kwale Nebie, Amadou Marcelto. Amzi à ses fans du grand marché de Ouagadougou. Ensemble, ils parcourent les 12 titres de son nouvel album titré Ma Mission. C'est une autre mission qui se dessine, c'est la mission de porter la musique burkinabé très très loin, faire respecter cette culture burkinabé partout dans le monde. C'est ça ma mission et j'invite tout le monde à faire de ça leur mission parce que la culture, c'est ce qui représente tout un pays. Avec le premier album, j'ai vraiment eu les armes nécessaires pour espérer pouvoir mener le combat pour le deuxième album. Et je tiens à dire merci à tout le monde, merci au public burkinabé pour l'amour et l'accueil qu'ils ont eu à me faire. Je suis vraiment touché et je veux qu'ils continuent de me soutenir autant pour qu'ensemble on puisse faire de grandes choses. Chanter en français, en maori et en anglais sur du warba, de l'afro-trap et de la dancehall, entre autres, pour ce deuxième album, le Condé de la Révélation de 2019 s'attache les services de Kayaoto, des artistes internationaux et de Greg le Burkinabé. La musique, c'est un partage, on se partage les expériences, les connaissances surtout. Ça fait déjà plaisir de partager des expériences avec un artiste par exemple que tu n'as pas l'habitude de voir, qui n'est pas chez toi. Et voilà, ça ne fait que nous grandir. Et en plus de ça, ça nous fait profiter les fans de l'autre artiste. L'un profite de l'autre et ainsi de suite. Et pour mieux réussir sa mission, l'artiste, après avoir investi le Boko, donne déjà rendez-vous à ses fans au Palais des Sports de Ouagadougou en mai prochain pour la suite de cette communion. Le grand pèlerinage à Yagma, c'est pour demain, 7 février 2021. C'est un événement qui draine un grand monde alors que cette année, il se tient dans un contexte de Covid-19. Le ministre de la Santé veut s'assurer des dispositifs mis en place pour le respect des mesures barrières. Sur le sujet, il a rencontré les responsables de l'archidiocèse de Ouagadougou. Le compte-rendu de Marguerita Douaniou. Le pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Yagma draine chaque année de milliers de croyants sur le site. Cette année, le contexte de la crise sécuritaire et sanitaire exige de nombreuses précautions pour un bon déroulement de ce rendez-vous. Le ministre de la Santé a rencontré les premiers responsables de l'archidiocèse de Ouagadougou pour parler notamment des mesures barrières sur le site de Yagma. Nous souhaitons que tous les pèlerins qui vont participer au pèlerinage de Yagma puissent porter le masque ou le cache-nez. Ceci est très important. Nous voulons également profiter de votre micro pour lancer un message aux personnes vulnérables. Ce sont les personnes très âgées, les personnes qui portent des maladies chroniques qu'on appelle des tares, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, l'insuffisance rénale, toutes les maladies pulmonaires chroniques qui n'ont pas encore été guéries, et que ces personnes-là puissent s'abstenir du déplacement pour ne pas augmenter leur risque de tomber malade.
La rencontre de ce jour a surtout pour objectif de repréciser les dispositifs mis en place pour le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19 sur place. Avec le ministre de la Santé, il a été surtout question de rappeler que les mesures barrières seront aussi appliquées au niveau donc du site de Yagma au cours de ce pèlerinage. Le problème de la distanciation est réel avec tout ce que nous observons dans nos lieux de culte. Mais nous voulons aussi insister sur cette mesure qui n'a pas été enlevée de la liste. Eh bien, nous essaierons autant que possible de rappeler cela aux uns et aux autres lorsqu'ils seront dans le site. Ça ne doit pas être une occasion pour nous de la propagation de la maladie. Le message des responsables de l'Église catholique aux fidèles, c'est de se protéger et de protéger les autres, mais aussi de prier pour que la paix advienne au Burkina Faso et pour enrayer la pandémie du coronavirus du monde. À l'étranger, la Libye a un nouveau Premier ministre qui va assurer l'intérim dans le cadre du processus de réconciliation. Il a été désigné avec l'aval des différentes factions en conflit. La démarche est saluée par les Nations Unies et d'autres pays qui s'intéressent à la situation en Libye. Est-ce l'homme qui parviendra à réconcilier la Libye? Son nom, Abdelhamid Dbeiba. C'est l'homme que les délégués des factions libyennes en conflit ont choisi comme Premier ministre intérimaire. Un vote surprise qui s'est fait dans le cadre du processus organisé par les Nations Unies. Épaulé par 3 membres du Conseil présidentiel désignés à l'occasion, Abdelhamid Dbeiba aura la charge de réunifier les institutions et d'assurer la sécurité jusqu'aux élections prévues en décembre prochain. Une première étape vers l'unification d'une nation divisée avec d'un côté à l'ouest un gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et de l'autre côté, à l'Est, un pouvoir incarné par Khalifa Haftar et soutenu par la Russie. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué cette avancée, même s'il reste du chemin à parcourir. Le nouveau Premier ministre intérimaire va devoir affirmer rapidement sa légitimité auprès d'une multitude d'acteurs politiques, obtenir la confiance du Parlement, bref, tout ce que le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, n'était jamais parvenu à faire dans un pays qui continue d'être le terrain de tension entre les Européens, France en tête, et Ankara. Régler la situation libyenne, a dit Emmanuel Macron, c'est débarrasser la Libye des troupes turques, débarrasser la Libye des milliers de djihadistes exportés de Syrie par les Turcs eux-mêmes. En retour, le président turc Recep Tayyip Erdogan a taclé Emmanuel Macron en l'accusant de ne pas connaître son dossier. Il a fait allusion aux soldats français présents au Tchad ou au Mali et assuré que la Turquie était présente en Libye pour assurer la paix. Importante réserve de pétrole, lieu de transit migratoire, de par sa position géostratégique, la Libye reste donc au cœur des convoitises des Turcs et des Russes, qui profitent aussi des divergences des Européens, dont l'unité n'est pas totale sur ce dossier, alors que la sécurité du continent dépend aussi en partie de la stabilisation de la Libye. C'est la fin de l'unique édition de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.